Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de personnages ayant eu une mort aux toilettes. Ils sont connus, ils règnent comme rois, empereurs ou despotes. Ils exigent, commandent ou menacent, organisent des danses et les autres applaudissent. Mais malgré leur puissance et le faste de leur vie, ils partagent tous un point commun. Tous meurent aux toilettes. Partons ensemble dans les toilettes de la mort. Edmond II, Côte de Fer, a un règne mouvementé et guerrier. Mais sa mort aux toilettes est tout aussi rocambolesque. Le règne d'Edmond fut marqué par une guerre qu'il avait héritée de son père. Son surnom de Côte de Fer lui a été donné en raison de sa vaillance au combat, en résistant à l'invasion danoise dirigée par Knut le Grand. Edmond II n'est pas prédestiné à devenir roi d'Angleterre. Cependant, en juin 1014, ses deux frères aînés étaient morts, ce qui faisait l'héritier présomptif. À la fin de la même année, l'Angleterre est conquise par Sven à la barbe fourchue, qui meurt peu après. Athelred réussit à reconquérir le trône, malgré l'opposition. Le fils de Sven, Knut, fut vaincu et retourne au Danemark, où rassemble une force d'invasion pour reconquérir l'Angleterre. Il n'arriverait pas avant un an. Après avoir reconquis le trône, la famille royale entreprit de renforcer son emprise sur le pays avec l'aide d'Eidric Stroena, beau-frère d'Edmund. Les gens qui s'étaient rangés du côté des Danois en 1014 ont été punis et certains ont été tués. Dans un cas, deux frères, Morcar et Sigifred, ont été tués et leurs biens ont été pris par Athelred. La veuve de Sigifred était emprisonnée dans un monastère, mais elle avait déjà attiré l'attention d'Edmund. Knut retourne en Angleterre en août 1015. Au cours des mois suivants, Knut pille la majeure partie de l'Angleterre. Edmund rejoint Athelred pour défendre Londres, mais en 1016, Edmund se nomme officieusement comte de Midland de l'Est et soulève une révolte contre son père. Sans la permission du roi, il s'empare d'Adelgid dans le monastère et l'épouse. Cela aurait été un mariage politiquement avantageux, puisqu'elle était membre de l'une des familles les plus fortes des Midlands. Athelred meurt le 23 avril 1016, faisant d'Edmund son successeur. Ce n'est qu'à l'été 1016 qu'un combat sérieux eut lieu. Edmund II a livré 5 batailles contre les Danois, se terminant par sa défaite le 18 octobre à la bataille d'Assundoun. Après quoi, ils ont accepté de diviser le royaume. Edmund II conserve le Wessex et Knut s'empare de la majorité du pays. Le 30 novembre, quelques semaines à peine après le partage du royaume, Edmund II meurt à Oxford ou à Londres. Knut devient alors seul roi d'Angleterre suite à son instigation. Il envoie Eidric Stroena commettre l'assassinat de son rival. L'assassin surprend Edmund II aux toilettes, et selon les différentes sources, le roi des Anglais aurait succombé, soit par une multitude de coups de couteau, ou par un tir d'arbalète à la manière de Game of Thrones. Les jeunes fils du roi défunt, Edmund et Édouard, quittent l'Angleterre peu après l'avènement de Knut le Grand pour se réfugier en Hongrie. Ce n'est qu'en 1057, après la restauration de la maison de Wessex sur le trône, en la personne d'Édouard le Confesseur, demi-frère cadet d'Edmond Côte de Fer, qu'Édouard, qui a reçu le surnom d'exilé, est invité à revenir. Le roi Venceslas III fut roi de Hongrie entre 1301 et 1305, et plus tard roi de Bohême et roi de Pologne en 1305, et le dernier membre de la célèbre dynastie Premenslig, connaissant une fin à l'image de sa vie dissolue et loin de la cour. À l'âge de 16 ans seulement, il fut assassiné au château d'Omlook le 8 août 1306. Dans les bâtiments du musée de l'archidiocèse d'Olomouc, vous pourrez explorer les lieux du crime. Enfant, Venceslas était fiancé à Élisabeth, fille unique d'André III de Hongrie. Après la mort de ce dernier en 1301, les seigneurs et les prélats hongrois ont élu Venceslas pour lui succéder. Son règne n'était que nominal, car une douzaine de puissants seigneurs dominaient de vastes territoires dans le royaume. Son père se rend compte que la position de Venceslas ne pouvait être renforcée et le rappelle de Hongrie en Bohême en août 1304. Venceslas succède à son père en Bohême et en Pologne le 21 juin 1305.
Il abandonne sa prétendance au trône de Hongrie en faveur d'Othon III de Bavière le 9 octobre. Venceslas, âgé de 16 ans, mène une vie dissolue. Il était entouré d'un groupe de jeunes nobles tchèques à qui il accorda de grandes concessions de terre. Sa position en Pologne s'affaiblit encore après que Ladislas le Coude s'empare de Cracovie au début de 1306. Pour forger une alliance contre son rival, Venceslas accorde Gdansk et Pormsk à Waldemar, margrave de Brandebourg. Après avoir décidé d'envahir la Pologne, Venceslas renvoie ses jeunes favoris et nomme son beau-frère Henri de Carinthie gouverneur. Venceslas choisit Olomouc comme point de départ de sa campagne. Cela s'avéra être une erreur fatale. En août 1306, étant parti pour la Pologne et s'étant arrêté à Olomouc, il est attaqué dans les toilettes par un assassin qui lui porte 3 coups de poignard dont il meurt le même jour. En France, un roi est assassiné depuis les toilettes par un moine, Henri III, né le 19 septembre 1551 à Fontainebleau. Il est roi de Pologne sous le nom d'Henri Ier de 1573 à 1575 et roi de France de 1574 à 1589. Il appartient à la célèbre famille des Valois, quatrième fils du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis. Henri de Valois n'est pas destiné à la couronne de France. Sous le règne de son frère Charles IX, il s'illustre comme chef de l'armée royale en remportant sur les protestants les batailles de Jarnac et de Montcontour. À l'âge de 21 ans, sa mère le porte candidat pour le trône vacant de Pologne. Et le 11 mai 1573, il est élu roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Son règne ne dure pas plus d'1 an, puisqu'à l'annonce de la mort de son frère, sans descendant, il abandonne son royaume polonais pour succéder au trône de France. En devenant roi de France, Henri III hérite d'un royaume divisé où son autorité n'est que partiellement reconnue. Installé à Saint-Cloud, dans l'attente du siège de Paris, le 1er août 1589, vers 8 heures du matin, Henri III accueille sur sa chaise percée le procureur général accompagné d'un moine dominicain ligueur, Jacques Clément, qui se dit porteur de nouvelles en provenance du Louvre. Devant l'insistance du religieux à vouloir parler en privé avec le roi, Roger de Bellegarde, premier gentilhomme de la chambre, laisse le moine s'approcher du roi. Ce furent 2 soldats du régiment de Coblentz qui introduisent Jacques Clément dans le camp d'Henri III. Selon les versions des chroniqueurs de l'époque, le roi reste sur sa chaise percée ou se lève pour s'entretenir dans l'embrasure d'une fenêtre. Jacques Clément en profite pour frapper le roi au bas-ventre avec le couteau qu'il tient dissimulé sous son habit. Henri III s'exclame « Ah mon Dieu !» puis arrache le couteau de son intestin perforé et frappe son assaillant au visage en s'écriant « Méchant, tu m'as tué !» Au bruit, les gardes du roi, les fameux 45, accourent, transpercent le moine de leur épée et le jettent par la fenêtre. Dans un premier temps, les médecins minimisent la gravité de la blessure, remettent les intestins en place et recousent la plaie. Henri III parvient à dicter des lettres aux villes qui lui obéissent afin de couper court aux rumeurs. À sa femme, Louise, restée à Chenonceau, il affirme même que dans quelques jours il pourra monter de nouveau à cheval. Toutefois, à l'occasion d'une visite de son cousin Henri de Navarre, le roi de France aurait harangué ses serviteurs de respecter les règles de passation de pouvoir en reconnaissant le roi de Navarre comme son successeur légitime. Cependant, le soir venu, la péritonite progresse et ses souffrances augmentent. Après une douloureuse agonie, il meurt le lendemain, le 2 août 1589, vers 3 heures du matin. La veille, jour de son assassinat, le roi de France mourant reconnaît formellement son beau-frère et cousin germain, le roi Henri III de Navarre, comme son successeur légitime, et celui-ci lui succède comme roi de France sous le nom d'Henri IV. Henri III est le dernier souverain de la maison de Valois, branche cadette de la dynastie capétienne, qui a régné sur la France de 1328 à 1589. Contrairement aux autres personnages évoqués dans cette vidéo, Georges II meurt sur les toilettes, mais pas d'un assassinat. Fils de Georges Ier, le futur Georges II épouse en 1705 la vive et intelligente princesse Caroline d'Anbach, qui exercera sur lui une influence bénéfique. Brouillé avec son père, à qui il ressemblait par la lourdeur germanique, il parlait d'ailleurs anglais avec un fort accent allemand.
Il monte sur le trône d'Angleterre en 1727. David Hume, dans son Histoire d'Angleterre, a laissé ce portrait de George II. Il était d'une petite taille, mais bien prise, et il se tenait très droit. Ses yeux sortaient de sa tête d'une manière remarquable. Il avait le nez aquilin et un beau teint, un caractère vif. Il était très irascible, surtout dans sa jeunesse, mais il s'apaisait bientôt, et redevenait doux, calme et humain. Son intention scrupuleuse à observer une manière de vivre modérée, régulière et méthodique dans toutes ses parties descendait jusqu'à des objets indignes, peut-être d'occuper un grand roi. Walpole continue de gouverner en distribuant des pots de vin pour la plus grande prospérité du royaume. Madame pouvait-il dire en 1734 à la reine Caroline « Il y eut 50 000 hommes tués cette année en Europe, et pas un seul Anglais ». Mais le splendide essor commercial et technique du royaume ne peut calmer la soif de gloire de l'opinion publique. L'opposition dirigée par le prince de Galles, Frédéric Louis, s'indigne des difficultés que rencontre l'Angleterre dans son commerce avec les Indes occidentales, et Walpole est contraint de déclarer la guerre à l'Espagne en 1739. Les difficultés de la campagne et l'hostilité des communes le forcent bientôt à démissionner. En mai 1744, la guerre éclate entre la France et l'Angleterre. Le mois suivant, le prétendant Charles-Édouard Stuart, petit-fils de Jacques II, débarque en Écosse. Au début, la fortune ne sourit guère à George II. Les Écossais s'avancent jusqu'à Derby. Les Français sont victorieux à Fontenoy en 1745. Mais en avril 1746, Charles-Édouard est écrasé à Culloden et la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748 met temporairement fin à la guerre franco-anglaise. En mai 1756, la guerre éclate à nouveau. L'Angleterre essuie toute une série de revers en Europe, en Inde et en Amérique. Malgré l'empathie du roi, le bouillant William Pitt se hisse au gouvernement avec l'appui de l'opinion publique en 1757. Concentrant entre ses mains tous les pouvoirs, il renverse la situation. Le général James Wolfe enlève Québec. Le général Robert Clive s'empare des Indes. La Prusse triomphe à Rosbach. La flotte française est vaincue avec l'appui de l'Alliance du Portugal. Belle-Île est occupée. L'Angleterre renforce son hégémonie maritime et coloniale. Le règne de George II constitue une période charnière dans l'histoire de la nation anglaise. La société des mœurs très libre reste, mais ses abus les plus criants font l'objet de dénonciations virulentes. Par le pamphlet et la satire, la gravure et la caricature morale, les prêches en plein air. La confiance en l'homme exprimée dans le Robinson Crusoe de Daniel Defoe et le succès des idées libérales de John Locke, mort en 1704, laisse présager l'évolution démocratique du royaume. En octobre 1760, George II, aveugle d'un œil et malentendant, s'est levé comme d'habitude à 6 heures du matin, a bu une tasse de chocolat chaud et est allé seul sur sa chaise percée. Après quelques minutes, son valet entend un fort fracas et entre dans la pièce pour trouver le roi sur le sol. Le roi fut soulevé. Dans son lit, il était mort. À l'âge de près de 77 ans, il avait vécu plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs anglais ou britanniques. Une autopsie a révélé que le roi était mort à la suite d'une dissection aortique thoracique. Son petit-fils, George III, lui succède. L'homme que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Elagabal est né Varius Avitus Bassianus. Il sert en tant que grand prêtre du dieu soleil Elagabal, version locale du dieu Baal. À l'âge de 14 ans, il devient empereur de Rome et prend le nom de Marcus Aurelianus Antonius en 218. Dès lors, son règne court et chaotique ne cessera de scandaliser Rome. À l'image de cette vie, sa mort est tout aussi unique. Des rencontres sexuelles sinistres, des fêtes, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Et après une rupture dramatique avec la tradition romaine, le culte forcé d'Elagabal, lors de rituels publics spectaculaires, marque les 4 années de son règne. Si ces récits sont sans aucun doute exagérés, ils continuent d'inspirer l'art, la littérature et le théâtre aujourd'hui encore. En 217, un soldat assassine Caracalla. Le général Marcrin prend sa place. Marcrin n'est qu'un prêteur, un officier de justice peu expérimenté en politique. Il se révèle être également un général incompétent, conduisant une armée à la défaite contre les Parthes. La popularité de Marcrin
prit un autre coup avec la signature d'un traité de paix ignominieux avec Parthe, ce qui provoque un mécontentement parmi ses troupes à l'est. Julia Maessa, belle-sœur de Septimus Severus, avait un talent inégalé pour l'intrigue et les manœuvres politiques. Pour que sa famille remonte sur le trône, elle conspire pour renverser Macrin. Pour le remplacer, elle souffle le nom d'un nouvel héritier, son petit-fils Varius Avitus Bassianus. Pour renforcer sa prétention au trône, Julia répand la rumeur qu'il était le fils illégitime de Caracalla. Pour s'assurer la victoire, Julia soudoie les troupes romaines stationnées en Syrie, pour s'assurer de leur soutien appuyé par l'armée et par ses fausses déclarations de filiation. Julia Massea réussit à mettre son complot en exécution et proclame Bassianus nouvel empereur de Rome. Les autres légions orientales suivent rapidement, reconnaissent à leur tour le nouvel empereur. Malgré l'attrait de la vie impériale à Rome, le nouvel empereur établit ses propres règles sans se soucier des coutumes et de la culture romaine. Il refuse d'adopter les dieux traditionnels de Rome et d'abandonner les siens. Au lieu de cela, il reste fidèle au culte d'Elagabal et fait transporter une statue du dieu avec lui lors du voyage de près de 3000 km, séparant la Syrie de Rome. Totalement indifférent à la bienséance diplomatique, le nouvel empereur, bientôt connu sous le nom d'Elagabal, fait construire un temple pour la divinité syrienne sur la colline du mont Palatin. Il avait beau être empereur, il continue à jouer un rôle de grand prêtre tout au long de son règne. Selon des récits plus sensationnels, des vaches, des moutons et même des hommes auraient été sacrifiés en l'honneur d'Elagabal. L'empereur Elagabal ne fait montre d'aucun respect pour les autres cultes religieux que le sien. Il profane même la maison des Vestales du Forum en prenant l'une des vierges sacrées comme épouse. Cet acte choque profondément Rome et Elagabal adore distribuer des cadeaux à la population. Un jour, ce pouvait être un beau morceau de steak, un autre jour un chien mort, ou des centaines de pièces d'or, de sorte qu'il puisse s'amuser en regardant les gens se précipiter pour les ramasser. Surtout, Elagabal avait la réputation de laisser libre cours à ses pulsions sexuelles, et il séduit de nombreux amants des deux sexes. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec la même femme 2 fois, sauf avec sa femme, raconte l'histoire d'Auguste. Et il fait ouvrir des bordels dans sa maison pour ses amis, ses clients et ses esclaves. À une occasion, il rassemble toutes les prostituées de la ville sur le forum, et apparut devant elles, en costume de femme et avec la poitrine saillante. Il harangue ensuite la foule assemblée, comme s'il donnait des ordres à des soldats. Il leur enseigne des pratiques sexuelles, leur promettant de généreux prix s'ils se conformaient à ses singulières exigences. Le comportement d'Elagabal outrage Rome tout entière, de la garde prétorienne au Sénat en passant par le peuple. Un oracle syrien avait prévenu Elagabal qu'il lui faudrait s'attendre à avoir une vie courte et une mort violente. Préférant l'idée de se suicider à celle d'être assassiné, l'empereur entasse des dagues en argent et des quantités de poison. En dépit de ces somptueux préparatifs, sa fin fut brutale et sans gloire. Tout comme elle avait conçu le début de sa carrière, Julia Maessa règle la fin de vie controversée d'Elagabal. Elle le convainc d'adopter son cousin Alexandre Sévère, alors âgé de 12 ans, qui gagna rapidement popularité dans la société romaine. Alarmé, Elagabal complote pour le faire tuer, mais la nouvelle du complot d'assassinat déclenche une insurrection militaire. Julia se range du côté de Sévère Alexandre, regarde son petit-fils de 18 ans se faire poignarder à mort par ses propres soldats dans les latrines où il avait trouvé refuge. Le corps d'Elagabal fut jeté dans le Tibre, où il fut transporté par les eaux de l'égout. Comme on l'a vu, même si cette mort peut paraître comique et originale, plusieurs grands et puissants personnages trouvent la mort sur les toilettes, à toutes les époques et dans tous les pays différents. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.